Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on continue encore dans le système reproducteur. On va parler donc aujourd'hui de la fécondation. Donc comment ça va se passer qu'il va y avoir un ovule et un spermatozoïde ensemble qui vont créer un futur bébé. Donc on va voir toutes les étapes. La vidéo risque d'être un peu plus longue aujourd'hui. Je ne sais pas trop combien de temps elle va durer, mais ça se peut que ce soit un peu plus long que le 18, 19, 20 minutes que je fais habituellement. On va voir ce que ça donne. Donc, on va parler donc de premièrement, c'est quoi la fécondation? Donc, la fécondation, ben, c'est l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. Donc, le principe qu'il va y avoir un spermatozoïde qui va venir rentrer dans l'ovule et qui vont se mélanger ensemble. À quoi ça sert? Ben, ça va servir à former un zygote. Là, cette diapo-là, présentement, je vais la passer quand même rapidement parce que la prochaine capsule que je vais vous faire, c'est justement par rapport à tout ça. Mais je pense que c'est quand même important que vous ayez une petite idée en tête de qu'est-ce que ça donne, là. Donc, je vais l'expliquer, cette diapo-là, mais ma prochaine capsule de mercredi va être une capsule complète juste sur cette diapo-là. Ben, en fait, je vais la développer, là. Mais donc, ça va être sur vraiment ça qu'on va voir mercredi. Mais quand même, je vous donne un petit aperçu. Donc, un zygote, c'est quoi? C'est le premier stade du développement d'un futur bébé. C'est lorsque le spermatozoïde et l'ovule sont réunis pour former une seule cellule. Donc, quand on a un ovule, on a une cellule. Quand on a un spermatozoïde, on a une cellule. Mais là, quand on va les mélanger ensemble, ça ne donne pas deux cellules. Ça va donner une nouvelle cellule. Du moment après que cette cellule-là va se séparer, donc qu'elle va se diviser en deux, puis en quatre, puis en 8, puis en 16, puis en 32, puis en 64, puis etc., là, on ne parle plus du zygote. Le zygote, c'est vraiment juste le moment où le spermatozoïde et l'ovule sont mixés ensemble pour former une nouvelle cellule. Euh, Ensuite, donc quand justement, ce que je viens de dire, donc quand le zygote va commencer à se séparer en plein de cellules, cette période-là va s'appeler la partie embryonnaire. Donc ça va former un embryon et ça va durer 8 à 10 semaines. On va parler d'un embryon jusqu'à temps que les organes principaux soient formés. Quand je parle des organes principaux, ça va être le cœur, le cerveau, une partie des intestins qui vont commencer, l'estomac, etc. Là. Donc, quand les organes vont commencer à être formés, puis une fois qu'ils vont être formés, là, on ne parlera plus d'un embryon. Mais toute la partie où on forme ces organes-là, qu'on forme les cellules, qu'on forme la peau, etc., tout ça, on va parler de la partie embryonnaire. Quand les organes sont finalement créés, et que là, ça commence tranquillement à ressembler à un petit humain, au début, ça ressemble plus à un tas de cellules. Quand ça va commencer à ressembler à un petit humain, là, on va parler d'un fœtus. Et le fœtus, c'est à partir donc, de la 8e ou 10e semaine jusqu'à la fin, donc jusqu'à l'accouchement. Donc, on ne parle pas d'un bébé tant qu'on n'a pas accouché. Le bébé, c'est vraiment du moment que le fœtus va sortir du corps de la mère, là, on va parler d'un bébé. Mais avant ça, on va parler d'un fœtus. Puis ça, on va en reparler dans une autre capsule. Donc, ça se passe où la fécondation? Bien, ça va se passer normalement, là, si tout se passe bien. Normalement, ça se passe dans la trompe de Fallope. Et le développement de l'embryon, lui, va se passer, oui, au début, une petite partie dans la trompe de Fallope, donc les premiers jours dans la trompe de Fallope, les 2 ou 3 premiers. Puis ensuite, ça va se passer dans l'utérus, plus précisément dans l'endomètre. Mais ça, on va voir ça, comme je vous l'ai dit, dans la capsule de mercredi. Alors, pour pouvoir avoir un bébé, ben, il faut que notre ovule et notre spermatozoïde se rencontrent au bon moment. C'est quoi ce bon moment-là? Ben, c'est lors de la période de fertilité. La période de fertilité, c'est la période dans le mois où si deux personnes ont une relation sexuelle non protégée, il y a de fortes chances que la femme soit fécondée, donc qu'elle tombe enceinte, qu'elle devienne enceinte. Ça dure combien de temps? Ben, ça dure 5 à 7 jours d'affilée, donc c'est une semaine environ, là, à tous les mois. Donc une fois par mois environ, tout dépendant des filles encore une fois, mais une fois par mois, pendant 5 à 7 jours, il y a un moment où s'il y a une relation sexuelle non protégée pendant ce moment-là, il y a de fortes chances que la fille devienne enceinte. Puis qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique 3 choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça va impliquer le cycle menstruel, ça va impliquer l'ovulation et ça va impliquer aussi la durée de vie des spermatozoïdes. Alors, c'est quoi l'ovulation? On commence avec ça. Donc, l'ovulation, ben, c'est le moment où l'ovule va sortir de l'ovaire, donc quand il va être prêt à se faire féconder par le spermatozoïde. Donc, l'ovule, il va sortir et il va être prêt à se faire féconder. Et un ovule, dans le fond, ça a une espérance de vie de 24 heures. Donc, l'ovule, pendant 24 heures de temps, il est prêt à pouvoir se faire féconder. Ça se passe où? Ben, l'ovule, probablement, on l'a vu dans une autre capsule, il est créé dans l'ovaire, donc principalement dans l'ovaire. Donc, quand l'ovaire, pendant 2 semaines de temps, il va préparer l'ovule, il va le maturer, il va le faire devenir mature pendant 2 semaines de temps. Quand l'ovaire va être prêt, donc il va dire oui, bon, ben, mon ovule est rendu assez mature, ben, il va le faire sortir de l'ovaire, il va le faire sortir dans la trompe de Fallope. Donc les deux endroits où ça se passe, ben, ça commence dans l'ovaire pour faire maturer l'ovule, puis ensuite ça va se passer dans la trompe de Fallope. Le cycle menstruel maintenant. Donc le cycle menstruel, c'est quoi? Ben, c'est le processus de formation et de destruction de l'endomètre. Donc on se souvient, c'est quoi l'endomètre? L'endomètre, c'est dans l'utérus. Donc c'est à l'intérieur de l'utérus. On va voir une photo tout à l'heure, je vais pouvoir vous le remontrer.
Mais donc, dans le utérus, qui est le muscle principal où va se passer la formation du fœtus, il y a une couche, une muqueuse, qui est tout autour de l'endomètre, de l'utérus, pardon. Et cette muqueuse-là, ben, elle recouvre l'intérieur de notre utérus et elle s'épaissit pendant le mois. Là, elle va s'épaissir pour devenir très vascularisée, donc avoir plusieurs vaisseaux sanguins pour devenir l'endroit, le nid, où est-ce qu'il va pouvoir y avoir un ovule fécondé qui va pouvoir s'accrocher. Pourquoi je dis que c'est le processus de formation et de destruction de l'endomètre? Parce que pendant toute la première partie du mois, il va créer l'endomètre, il va le grossir pour pouvoir devenir très vascularisé, pour pouvoir accueillir l'ovule. Mais si l'ovule n'est pas fécondé, après ça, il va se charger de détruire l'endomètre pour pouvoir en faire un nouveau le mois d'après. Pourquoi on en veut un nouveau? Parce qu'on veut que ce soit le sang le plus frais possible à tous les mois. Que ce soit un endroit très nouveau, très propre, très plein de nutriments pour que le bébé puisse bien se développer. Si c'était le même endomètre tout le temps, ben, une mère qui aurait 12, 13, 14, 15 ans aurait du bon sang, puis une mère qui aurait 38 ans aurait pas du bon sang à l'intérieur, parce que ça serait trop vieux. Donc, ça serait pas pratique. Donc, c'est pour ça qu'à tous les mois, du moment que la fille elle est rendue en âge de pouvoir avoir un enfant, donc au niveau de la puberté, donc entre 12 et 15 ans, là, à partir de ce moment-là, à tous les mois, elle va refaire un endomètre tout le temps, pour pouvoir avoir l'endomètre le plus efficace possible pour pouvoir avoir un enfant. Donc, c'est pour ça que je parle du processus de formation, mais aussi de destruction. Donc, le cycle menstruel, ce n'est pas les menstruations. Les menstruations vont faire partie du cycle menstruel, on va le voir dans quelques instants, mais c'est pas seulement ça, le cycle menstruel. Le cycle menstruel, c'est aussi la partie préparer l'endomètre. Donc, ça se passe quand? Bien, ça se passe en même temps que la préparation de l'ovule. Je vais vous montrer une autre photo tout à l'heure, vous allez voir. Pendant que l'ovule se prépare, bien, l'endomètre se prépare aussi. Donc, pendant que le cycle ovarien, donc le cycle ovarien, c'est la préparation de l'ovule, pendant le cycle ovarien, bien, l'ovule va devenir de plus en plus mature, puis pendant ce temps-là, bien, l'endomètre va s'épaissir. Ça, c'est un des exemples. On va le voir à la photo plus tard. Tout le cycle, donc que ce soit le cycle ovarien ou le cycle menstruel, ben, ça va durer environ 28 jours. Je dis bien environ parce qu'il y a des filles que ça va être un peu plus long, ça peut aller jusqu'à 33, 34, 35 jours. Puis il y a des filles ça va être un peu plus court, ça peut aller jusqu'à 23, 22, 21 jours. Donc c'est ça. Donc c'est environ, la moyenne c'est 28 jours, mais certaines filles ça va être différent. Puis même il y a des filles que de mois en mois, ça ne sera pas tout à fait la même durée. Donc on va avoir des filles que leur cycle menstruel va être un mois très long, un mois un peu plus court, un mois un peu plus long, puis ça va changer comme ça. Puis il y a des filles qu'on va dire qu'elles sont régulières, donc elles vont avoir un cycle presque égal, donc 28 ou 29 jours, mettons, à tous les mois. Sauf que ça, on ne peut pas vraiment le prédire, parce qu'on peut pas on peut pas lire dans le futur, donc je peux pas dire, mettons que je suis une fille et j'ai toujours un cycle de 28 jours, je peux pas prédire que mon prochain cycle va être encore de 28 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui viennent jouer en considération là-dessus. Le stress, la perte ou le gain de poids, un accident, la prise d'hormones. Donc, il y a plein de choses qui peuvent changer la durée du cycle. Mais habituellement, une fille qui est régulière, il y a de fortes chances que son prochain mois soit régulier aussi, mais on ne peut pas le prédire, on ne peut pas être sûr. Parce qu'il y a trop de choses qui peuvent venir changer la durée du cycle. Et on va parler que le cycle menstruel va commencer avec le début des règles. Donc, une fille, quand elle commence ses règles, ben, c'est le début de son cycle menstruel. Vous allez voir, c'est quand même important ce que je viens de dire là, parce que plus tard, quand on va faire le calendrier menstruel, il va falloir comprendre, il va falloir calculer certains trucs par rapport justement au début du cycle. Donc, c'est important de savoir que quand une fille a le début de ses règles, donc la première journée où elle a ses règles, ça veut dire que c'est le jour 1 de son cycle menstruel. On a tendance à dire que c'est la fin, mais non, c'est le début. Donc, le premier jour, c'est vraiment le jour 1. Donc, les menstruations, ben, c'est quoi une menstruation? Donc là, on a vu le cycle menstruel en général, mais c'est quoi une menstruation? Donc, la menstruation, ben, c'est un écoulement de sang qui va provenir de l'endomètre. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, l'endomètre, c'est une muqueuse qui est très vascularisée, donc avec plusieurs vaisseaux sanguins. Et quand on s'en débarrasse de cet endomètre-là, ben, comme à l'intérieur, il y a des vaisseaux sanguins, il y a du sang. Donc, on va se débarrasser de ce sang-là. C'est pas un sang comme si je me coupe le doigt. Okay? Donc, quand je me coupe le doigt, c'est un sang qui est quand même assez liquide, ça coule quand même beaucoup. C'est facile à arrêter, mais ça coule quand même parce que c'est assez liquide. Le sang d'une menstruation est un peu plus visqueux, donc il n'est pas aussi liquide que quand je me coupe un doigt. Okay? Donc, à quoi ça sert? On en a parlé. Donc, ça sert à défaire l'endomètre pour avoir un nouveau qui va être meilleur, pour avoir un meilleur nid pour le futur possible bébé. Ça dure combien de temps? Donc, des menstruations normales. Et là, je dis bien normal. Adolescente, souvent, vous n'êtes pas encore, entre guillemets, normal. Là.
dans le sens que votre corps n'est pas habitué, donc ça lui prend du temps, ça lui prend plusieurs mois dans vos premières menstruations à comprendre qu'est-ce qui se passe, puis à s'ajuster, puis à avoir des menstruations normales. Mais du moment que ça a pris ça peut prendre quelques années, ça peut prendre 2-3 ans là, avant que vous ayez des menstruations qui sont plus normales. Mais quand vous commencez à avoir des menstruations normales, une menstruation va durer entre 3 et 5 jours. Donc ça va être un peu plus long, ça peut être un peu plus court chez certaines filles. Euh, de façon générale, on va dire par contre que si ça dépasse le 8 à 10 jours, ça peut être quand même bien d'aller voir un médecin pour savoir ce qui se passe. Ça se peut que ça soit normal, ça se peut qu'il n'y ait pas de problème, ça se peut que le médecin fasse, ben, avec la quantité de sang que tu perds pendant ce 8 à 10 jours-là, t'es correct, il n'y a pas de danger. Sauf que ça peut aussi être indicatif d'une perte de sang un peu trop intense. Ça peut amener à des problèmes plus importants comme l'anémie. L'anémie, c'est le manque de fer dans le sang. En gros, le fer, ça va nous aider à transporter l'oxygène. Donc, s'il nous manque de fer dans le sang, il y a moins d'oxygène qui peut se transporter, donc on est un peu plus fatigué. Donc, une perte de sang plus longue peut amener ce genre de problème-là. Donc, il faut faire attention à ça. Ça se peut très bien que votre médecin dise non, il n'y a pas de problème, mais je vous conseille, si vous voyez que vos règles plusieurs mois d'affilée, mettons après 2 mois d'affilée, là, si vos règles durent un peu trop longtemps, là, entre 8 à 10 jours, ça peut être quand même important d'aller voir un médecin pour savoir ce qui se passe. Moi, j'ai une amie qui avait des règles comme ça, qui étaient très longues, puis elle pensait que c'était normal, mais elle était souvent fatiguée pendant ses règles, très, 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 très fatiguée. Puis là, à un moment donné, on était à l'université, là. Puis on lui a dit, ouais, ça serait peut-être bien que tu ailles voir un médecin. Puis là, elle ne croyait pas au début, elle disait, non, 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 il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Finalement, elle est allée voir un médecin parce qu'on n'arrêtait pas de dire. Puis le médecin il a dit non, c'est pas normal. Il a donné un simple médicament, puis ça s'est réglé assez vite. Puis après ça, elle s'est rendue compte que, ah oui, c'était peut-être pas normal parce qu'elle se sentait mieux finalement avec le médicament. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose de dangereux, sauf que vous voyez que ça peut se régler quand même assez facilement. Donc si vous voyez que vos règles durent un peu trop longtemps, pendant trop souvent, une fois ça se peut. C'est un mois, ça se pourrait que vous ayez des règles un peu trop abondantes, mais si ça dure plusieurs fois, plusieurs mois de suite, c'est peut-être intéressant d'aller voir un médecin juste pour s'assurer que tout se passe bien. Normalement, la quantité de sang que vous allez perdre, j'ai quand même été un peu étonné, moi, la première fois que j'ai lu cette information-là. Je pensais, en tant que gars, là, que j'avais vécu ça. J'avais vraiment l'impression que c'était beaucoup plus que ça. Mais donc, ça va peut-être vous rassurer pour la plupart. Puis les gars, vous allez peut-être faire ah, ok, c'est pas si pire que ça. Parce que les gars, on a tout le temps cette idée-là, là, que vous perdez vraiment beaucoup de sang, puis que ça peut être que c'est dangereux et tout, là. Mais donc, non, c'est pas si pire que ça, mais c'est quand même une petite quantité de sang. Donc, normalement, ça va être entre 40 et 90 millilitres que vous allez perdre. Donc, on parle d'une quinzaine de millilitres par jour pendant les menstruations. Donc, c'est pas tant que ça, mais quand même. C'est pour ça que c'est bien à savoir, pour savoir si, mettons que vous avez un 30 à 40 millilitres par jour, ça aussi, ça se peut que ça soit un peu trop intense. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir un médecin à ce moment-là. Donc, 40 à 90 millilitres pendant toute la période. Voici l'image que je vous parlais. Donc, au milieu, vous n'avez pas besoin de vous concentrer là-dessus. Ça, vous allez voir ça l'année prochaine en son R3. C'est la partie hormonale. Donc, qu'est-ce qui va déclencher les règles? Qu'est-ce qui va déclencher l'ovulation? C'est pas si important. On n'en parle pas en son R2. Elle est là, l'image, fait que je vous la montre, mais c'est pas si important. Ce qui est important, c'est de regarder le début. Donc, ici, c'est la partie cycle ovarien. Puis ici, c'est la partie cycle menstruel. Donc ici, toute la première partie du cycle ovarien, ben, c'est la préparation de l'ovule. Donc on a un tout petit ovule qui n'est pas encore mature du tout. Je vous rappelle que les filles, dès votre naissance, vous avez vos 400 000 ovules, mais ils ne sont pas nécessairement tous prêts. Donc on en prend un et tranquillement on commence à le faire maturer. Donc il devient de plus en plus grand. Et quand il est rendu assez grand, ben là c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Donc l'ovule va sortir de l'ovaire. Et là, la partie à l'intérieur de l'ovaire va se détruire tranquillement. Donc, on a un ovule qui sort de l'ovaire à ce moment-là. Donc, on est environ au 14e jour. Environ. Je vais vous l'expliquer après pourquoi je dis environ. À l'inverse, si on s'en vient voir maintenant le cycle menstruel, bien, pendant les premiers jours ici, c'est les règles. Et là, tranquillement, on recommence à recréer l'endomètre. Donc, toute la partie du temps où on crée l'ovule, pendant ce temps-là, on grossit l'endomètre. Au moment où l'ovule sort, habituellement, c'est le moment où l'endomètre est rendu presque à son plus grand. Donc là, l'endomètre est à son plus grand, donc il est prêt à recevoir l'ovule. Puis quelques jours plus tard, ben, quand il s'est rendu compte que l'ovule n'a pas été fécondé et qu'il n'a pas été accroché dans l'endomètre, ben, l'endomètre va commencer à se redétruire. Et quand ça va commencer à sortir, donc quand il va se détruire tranquillement, puis quand il est prêt à sortir, donc ici, c'est avec les règles, et on recommence le cycle. Donc on voit que la partie création de l'ovule se crée en même temps que la partie création de l'endomètre. Puis quand l'ovule n'est plus là puis qu'il n'a pas été fécondé, ben l'endomètre se détruit. Maintenant, donc, notre cycle complet. Okay? Donc là, on a vu comment le cycle menstruel se passe, comment le cycle ovarien se passe. Là, on vient de voir que les deux, ça se passe en même temps jusqu'à créer l'endomètre.
Et notre cycle complet va nous mener donc à ce qu'on parlait tout à l'heure au début, notre période de fertilité. Donc, notre période de fertilité, comment on va pouvoir la déterminer? C'est par rapport à toutes ces petites informations-là qui sont là. Donc, je vous les explique. Premièrement, donc, quand on regarde un calendrier, donc les règles ou l'écoulement menstruel, ça va durer donc entre 3 et 6 jours, 3 et 5 jours, comme on a parlé. Okay, donc, ça, c'est la moyenne. Ensuite, on a la phase préovulatoire. Préovulatoire, ça veut dire avant que l'ovule sorte, avant l'ovulation. Donc, ça aussi, c'est une durée variable. Je vais vous le montrer avec le calendrier qu'on va faire dans quelques instants. Ensuite, on a l'ovulation. Et ça, c'est la partie qui est la plus bizarre à comprendre. En fait, c'est pas très compliqué à comprendre, mais c'est un peu étrange. On ne comprend pas trop pourquoi quand on n'a pas ces informations-là. Il faut savoir que l'ovulation, donc le moment que l'ovule sort de l'ovaire, c'est 14 jours, mais avant le début des prochaines règles. Okay? Donc, quand on est dans un cycle de 28 jours, c'est facile. On a 14 jours. Au 14e jour, il y a l'ovulation. Puis 14 jours plus tard, il y a les règles qui commencent. Donc, ça va sur un cycle de 28 jours. C'est très facile. 14, c'est au milieu, parfait. Mais dès qu'on n'est pas dans un cycle de 28 jours, on ne peut pas dire que c'est au 14e jour. Parce que ce n'est pas au 14e jour. C'est 14 jours avant le début des prochaines règles. Donc, si j'ai un cycle de 29 jours, ben, ça va être au jour 15. Si j'ai un cycle de 30 jours, ça va être au jour 16. Si j'ai un cycle de 27 jours, ça va être au jour 13. Donc, il faut vraiment savoir c'est quoi le nombre de temps que durent les règles du cycle menstruel de la fille. Puis du moment qu'on sait c'est quoi le nombre de temps du cycle menstruel de la fille, là, on peut partir de la fin et là, on fait moins 14. Donc, si on est à 30, on va faire moins 14, on arrive à 16. Okay? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut prédire le temps que va durer le cycle menstruel de la fille? Non. On peut être presque sûr quand la fille elle est régulière. Sauf que même une fille régulière, on ne peut pas dire c'est quoi son prochain cycle à cause des raisons que je vous ai dit, le stress, la prise de poids, etc. Donc, du moment qu'une fille, mettons, aurait vécu un grand stress durant son mois, que ce soit un stress positif ou un stress négatif, ben, ça peut avoir un impact sur quand est-ce qu'il va avoir lieu ses règles. Donc, ça peut avoir un impact sur quand est-ce qu'il va avoir lieu l'ovulation. Donc, c'est très difficile à prévoir, c'est quand a lieu précisément l'ovulation. On a un doute. On peut se douter c'est à peu près quand. Sauf que c'est très difficile à prévoir exactement. Okay? Mais on va le voir tout à l'heure quand on va faire le calendrier. Ensuite, la phase post-ovulatoire. Donc, après l'ovulation, elle dure toujours 14 jours. Peu importe le type de cycle que la fille va avoir, son cycle va durer 14 jours. Sa phase post-ovulatoire, donc après l'ovulation, va durer 14 jours. On en a parlé, donc la durée de vie moyenne d'un ovule, c'est environ 24 heures. Et ça, on n'en avait pas parlé encore, mais la durée de vie moyenne d'un spermatozoïde, c'est autour de 6 jours. Donc 4, 5, 6 jours, tout dépendant des spermatozoïdes, tout dépendant des garçons aussi. Donc, c'est en moyenne 6 jours. Donc ça veut dire que notre période de fertilité dure à peu près une semaine au complet. Okay? Donc, comme je le disais au début, 5 à 7 jours. Donc, ça va durer une semaine. Pourquoi? Parce que comme mes spermatozoïdes durent 6 jours, si je fais l'amour, mettons que j'ai fait l'amour il y a 5 jours, 5 jours plus tard, les spermatozoïdes sont encore vivants lorsque l'ovule va sortir, mettons. Si on a fait l'amour 5 jours avant l'ovulation. Donc, si l'ovulation a lieu, on va dire le 10 mars, okay? Donc l'ovulation a lieu le 10 mars, j'ai fait l'amour le 5 mars, 5 jours plus tard, quand l'ovule sort, le 10 mars, mes spermatozoïdes sont encore vivants, donc on peut avoir une fécondité à ce moment-là. On peut y avoir une fécondation à ce moment-là. Si je fais l'amour, mettons, l'ovulation a lieu le 10 mars encore une fois, mais je fais l'amour le 11 mars, comme mon ovule dure 24 heures, le 11 mars, mon ovule est encore vivant, donc mes spermatozoïdes pourraient se rendre jusqu'à l'ovule et féconder. Donc c'est pour ça qu'on va dire que la période de fertilité va durer environ une semaine. On va faire un exemple ici. Je vais voir si je suis capable de le faire. Ça va réduire un peu mon écran. Voilà. Donc, j'espère que je vais être capable de le faire. On va faire ça comme ça. Pourquoi je ne suis pas capable d'aller chercher? Oups, pardon. Voilà. OK. Donc, je vais me prendre des petits trucs comme ça ici. Puis je vais aller faire des X de couleur. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Regardez, ce que je vais faire, là, c'est que je vais finir l'explication de ça. Je vais faire une autre toute petite vidéo après, externe, qui va vous donner la réponse de l'exemple qu'on va faire là. Donc, essayez de le faire par vous-même. Okay? Donc, pour le moment, là, sur votre PowerPoint à vous, essayez de le faire par vous-même. Puis moi, tout de suite après, je vais me faire une autre vidéo qui va vous donner la réponse de ça. Okay? Je vais faire toute la vidéo complète là-dessus. Donc, ça va durer 3 minutes de vidéo, mais juste la réponse. Donc,
sur votre PowerPoint, vous irez essayer de le faire, puis après, vous irez écouter ma vidéo qui l'explique. Donc, je vous l'explique quand même au début. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de trouver la date d'ovulation. Donc, vous allez me faire un rond vert pour me dire c'est quand la date de l'ovulation. C'est quand la période de fertilité, donc la semaine de fertilité, que s'il y a une relation sexuelle à ce moment-là, il risque de tomber enceinte. Puis c'est quand le début des prochaines règles. Okay, donc, les prochaines règles. Sachant qu'elle a un cycle de 27 jours, okay, donc on va dire que la fille a un cycle de 27 jours et non 28 comme on voit d'habitude. On va prendre un exemple de 27 jours. Et que ses premières règles ont eu le 1er mars. Donc, tout de suite, vous allez pouvoir mettre le 1 ici en rouge pour dire que c'est ses premières règles. Mais je veux aussi que vous me trouver les prochaines règles. Donc, quand est-ce qu'elles vont avoir lieu, ces prochaines règles? Donc, à la fin du premier cycle, quand est-ce qu'elles vont avoir lieu? Donc, essayez de le faire sur votre PowerPoint à vous, puis je vous donnerai la réponse dans une autre courte vidéo. On va terminer l'explication de cette vidéo-là maintenant. Puis ensuite, donc, vous aurez une autre petite vidéo qui va pouvoir vous expliquer c'est quoi la réponse à ce calendrier-là. Donc, maintenant, dernière étape, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des spermatozoïdes. Donc, quand il y a une relation sexuelle pendant la période de fertilité, bien, qu'est-ce qui va se passer? Comment les spermatozoïdes vont réussir à se rendre jusqu'à l'ovule pour pouvoir être fécondés? Donc, on va voir c'est quoi le voyage. Comme avec les appareils reproducteurs, je vous ai mis ici les étapes. Okay, donc, je vous les ai mis l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Mais moi, je vais me concentrer juste sur le dessin. Donc, si vous voulez retourner après voir les explications, vous allez pouvoir, parce que dans le PowerPoint, ils sont là. Mais moi, je vais me concentrer sur le dessin. Donc, l'étape 1, ça va se passer au niveau du vagin, qu'on ne voit pas très bien ici. C'est pas très grave, parce que c'est l'étape pas si importante. Mais donc, quand il va y avoir une relation sexuelle, on se rappelle que le pénis va avoir une pénétration au niveau du vagin. Et quand il va y avoir l'éjaculation, bien, l'éjaculation va se passer dans le vagin. Donc, première chose à savoir, lors de l'éjaculation, il va y avoir environ, tout dépendant des garçons, mais 200 millions de spermatozoïdes. Okay? Donc, il y a 200 millions de spermatozoïdes qui sont éjaculés à ce moment-là. Il y en a une partie qui déjà vont être perdus parce qu'ils vont sortir. Donc, il va y avoir un écoulement au niveau du vagin, au niveau de la vulve, en fait. Là. Donc, il va y avoir un écoulement de sperme à cet endroit-là. Donc, déjà, il va y avoir une partie des spermatozoïdes qui vont être perdus parce qu'ils vont sortir du corps de la fille à ce moment-là. Ensuite, on a une autre partie des spermatozoïdes qui vont mourir dans le vagin. Pourquoi? Je vous rappelle que le vagin est légèrement acide et que les spermatozoïdes n'aiment pas ça. Je vous rappelle aussi, par contre, que dans le sperme, il est légèrement basique pour venir neutraliser. Sauf qu'il y a quand même une coupe de spermatozoïdes qui vont mourir à cause de l'acidité du vagin. Donc, il y en a une partie qui meurt à ce moment-là. Il y a une autre partie qui vont mourir dans le vagin parce qu'ils vont venir se pogner ici, donc, ou de chaque côté. Ils ne réussiront pas à traverser le col de l'utérus. Donc, ils vont venir se frapper de chaque côté ou ils vont rester pris dans les replis du vagin. Donc, ils vont mourir à ces endroits-là. Donc, on vient de perdre une bonne partie de nos spermatozoïdes directement dans le vagin ou par l'écoulement du vagin. Ensuite, la partie spermatozoïde qui a réussi à passer à l'étape 2 se ramasse dans l'utérus. Donc, dans l'utérus, ils vont pouvoir donc monter dans l'utérus. Et il y en a une partie qui vont juste être un peu idiots, puis qui vont se cogner la tête ici, puis qui vont essayer d'avancer là, pouc, 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 puis ils réussiront pas, puis ils vont se frapper la tête, puis ils comprennent pas. Fait qu'ils vont mourir là. Okay? Donc, on a une autre partie qui vont mourir parce qu'ils vont juste pas se rendre dans les trompes de Fallope. Ensuite, on a deux gangs de spermatozoïdes. On a une gang qui va se diriger vers la trompe de Fallope gauche, puis une gang qui va se diriger vers la trompe de Fallope droite. Ça donne que ce mois-ci, l'ovule il est sorti dans la trompe de Fallope droite. Okay, donc, il est sorti par ici. Le mois d'après, ça se pourrait que ce soit ici. L'autre mois d'après, ça se pourrait que ça soit encore à gauche. L'autre mois d'après, ça se pourrait que ça soit encore à gauche. C'est aléatoire. On ne sait jamais quel ovaire va créer l'ovule ce mois-ci. Okay? Mais il y a juste un ovule qui est créé par mois. C'est pas vrai. On va en parler quand on va parler de la grossesse et des bébés. Des fois, ça arrive qu'on a un ovule qui est créé dans chaque ovaire, ce qui va donner les jumeaux non identiques. On va en reparler plus tard. Mais normalement, il y a juste un ovule qui est créé par mois, puis on ne sait jamais c'est dans quel ovaire. Donc, il y a une partie des spermatozoïdes qui vont se diriger dans la mauvaise trompe de Fallope, qui, elles, donc, vont arriver jusqu'au bout. Les spermatozoïdes vont arriver ici jusqu'au bout, puis ils vont arriver à rien, donc ils vont mourir. Puis, on a une autre partie qui vont se diriger du bon bord. Donc, ils se dirigent dans la bonne trompe de Fallope. La quantité de spermatozoïdes ici qui se dirigent dans la bonne trompe de Fallope, c'est environ 200. On se rappelle qu'on en avait 200 millions au départ. Là, il nous en reste seulement 200. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on en crée beaucoup de spermatozoïdes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui réussissent à se rendre jusqu'à la fin. Donc, on en a 200 sur les 200 millions qui se dirigent dans la bonne trompe de Fallope. Quand ils arrivent dans la trompe de Fallope, ben, il y en a une couple qui vont mourir en restant poignés dans les cils. Parce que dans la trompe de Fallope, il y a des petits cils qui sont là, qui bougent comme ça. Puis le but de ces petits cils-là, ben, c'est d'amener, donc en nageant, on pourrait dire, en bougeant comme ça va être d'amener l'ovule jusque dans l'utérus. Sauf que comme c'est des petits cils qui sont là, ben, il y a des spermatozoïdes qui arrivent et qui se pognent dedans puis qui ne peuvent pas avancer. Donc, il y en a une partie qui meurt, ce qui fait que vraiment, la quantité de spermatozoïdes qui réussissent à se rendre autour de l'ovule, ben, c'est une centaine.
Donc, on en a 100 sur les 200 millions du départ qui réussissent à se rendre à l'ovule. Et on se rappelle que dans notre ovule, on a une zone attendez, j'ai oublié le nom, qui s'appelle la membrane pellucide. Voilà, j'avais oublié le nom. Donc, on a la membrane pellucide qui est autour de notre ovule, qui, elle, du moment qu'il y a un spermatozoïde, qui rentre à l'intérieur, cette membrane devient plus dure et elle empêche tous les autres spermatozoïdes de rentrer. Donc, s'il y a un spermatozoïde qui va réussir à rentrer, parce que la membrane pellucide va bloquer les 99 autres environ, là, les 99 autres spermatozoïdes qui voudraient rentrer à l'intérieur. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est en 3 étapes. Première étape, le vagin. Deuxième étape, l'utérus. Troisième étape, la trompe de Fallope. Puis à chaque étape, on réduit grandement le nombre de spermatozoïdes qui réussissent à se rendre. Puis le seul spermatozoïde qui réussit à se rendre jusqu'au bout puis à rentrer dans la membrane pellucide va faire la fécondation et créer le zygote. Alors voilà. Donc pour les exercices, je vous invite à faire les exercices dans votre cahier à la page 115 à 117. Je vous rappelle aussi que je vais vous faire une autre toute petite vidéo après qui va vous faire le corrigé du calendrier. Puis dans votre cahier aussi, vous avez des calendriers que vous allez pouvoir faire. Et voilà. Et si vous avez des questions, vous allez pouvoir venir me voir demain en live sur Zoom. Bonne fin de journée!